Il faut imaginer une campagne modeste, légèrement défigurée sans exagération. Au fond de la vallée, notre vallée, s'élèvent des bâtiments entourés d'orties. Il ne s'agit pas d'une ferme abandonnée. Les orties, c'est nous qui les avons plantées. Les orties, c'était mon idée. Vue du ciel, la maison principale, celle que j'habite avec Simon et nos 2 enfants, Anaïs et Noé, respectivement 17 et 13 ans, semble petite comparée aux constructions alentours. Les granges sont recouvertes de tôles plates ou ondulées. Certaines tapissées d'une mousse épaisse donnent envie d'être un oiseau pour y plonger le bec. D'autres, mangées par la rouille, se transforment au fil des années en dentelles si fines qu'on se demande comment elles tiennent au vent. L'histoire commence un jeudi. Je suis en train de trier les cagettes entassées près de l'ancien fenil quand apparaît un bruit de clochette du côté de la route, comme une contraction de paupières dans le paysage, ce qu'on appelle, je crois, une impatience. Je tends l'oreille, plus rien. J'ai l'impression que quelqu'un m'observe. Je me retourne, quelqu'un m'observe. Une jeune fille se tient au milieu du chemin, une jeune fille noyée dans le vert cru des pousses. Une jeune fille au teint mat, lunettes de soleil, sac à dos, turban bigarré recouvrant ses cheveux. Blouson et short en jean délavé, sans ourlet, le short un peu court pour la saison, découvrant des jambes nues que Cheese, le chien, flaire avec insistance, comme s'il voulait lui pisser dessus. Elle ne semble pas s'en inquiéter, enlève son turban, le tirant lentement comme elle enlèverait une perruque ou un masque de silicone, une de ces enveloppes souples qui modifient la nature des traits. Son visage se métamorphose. La bouche grandit, le menton s'allonge. Tombant jusqu'aux lunettes, une masse épaisse de petites boucles efface le front haut et bombé. Les épaules paraissent moins carrées, le corps plus fin comparé au volume de la chevelure. La jeune fille me salue de la main. Sa voix est grave, légèrement poudrée. « Je cherche, dit-elle, le palais des orties. Je cherche Nora et Simon. »« C'est ici. Tu es Fred ?» La jeune fille acquiesce. Noé pointe son nez à la fenêtre de sa chambre. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Je m'entends aboyer. « C'est la woufeuse, elle est arrivée. » La woufeuse, quoi, ouf, ouf, la bénévole. En moins d'1 semaine, Fred avait conquis tout le monde, et les animaux, et les lieux, et les hommes. Chacun, et je m'inclus dans ce chacun, guettait les signes de son attention. Chacun voulait être préféré, chacun était heureux quand il était regardé. Mais cette joie se doublait d'une sourde inquiétude. Chacun était dépossédé quand Fred s'éloignait. Cette jeune fille sortie de nulle part avait changé la donne. Les doutes concernant la viabilité de l'entreprise s'estompaient. Le palais des orties reprenait de l'allure. On y croyait à nouveau. Car il s'agissait bien d'y croire ou de ne pas y croire. Depuis le début, nous le savions. La ferme est une question de foi. Cette confiance retrouvée rejaillissait sur nos corps. On ne mangeait plus la même chose. On se mettait au lit plus tard et le matin, on se levait plus tôt. Nous faisions des efforts qui ne nous coûtaient rien. La fascination que Fred exerçait sur nous ne tenait pas tant à sa jeunesse ou à sa beauté qu'à sa manière de regarder la ferme, de la recogner, comme on disait ici. Nous étions des êtres singuliers, appartenant à un monde différent, un monde dont elle avait besoin de percer le mystère. Chaque jour, elle nous découvrait un peu plus dans le sens premier du terme. Elle enlevait des couches de gris. Après le dîner, ou au réveil parfois, quand nous étions toutes les 2 dans la cuisine, elle mettait des phrases sur ce qu'elle voyait. Ces mots donnaient un contour à son regard. Il l'incarnait, comme la buée qui sort de la bouche incarne le froid et l'humidité. Alors sa bienveillance semblait universelle.
sa capacité d'admiration illimitée, s'appliquant à tout ce qui l'entourait, à l'eau qui suinte sur le miroir, aux nœuds de bois dans les poutres, aux cheminées de l'usine à papier, aux vélos, aux marches inégales du perron, même aux camions qui vendaient les pizzas à l'entrée du village. Elle trouvait du charme. D'un mur en ruine, elle faisait le décor d'une pièce dont nous étions les héros. Son enthousiasme méritait parfois sa façon de tourner les lieux à notre avantage, comme si nous étions hautement privilégiés de vivre à la campagne. Sans doute étions-nous privilégiés, mais pour d'autres raisons. Nous avions de la chance de l'avoir rencontrée. Cette jeune fille était un cadeau, sa présence efficace, un cadeau, son besoin de travailler pour la ferme, comme si c'était nous qui lui rendions service en acceptant son aide. Un cadeau, sa voix le matin quand elle buvait son thé devant la fenêtre de la cuisine. « Tu as vu, disait-elle, ils sont là dans la brume. Le rhinocéros, les sangliers, la gazelle. » Depuis l'arrivée de Fred, la ferme s'était repeuplée. Un nouveau bestiaire se constituait jour après jour, plus exotique et surtout moins contraignant en termes de labeur que les poules, vaches et chevaux d'autrefois. Le rhinocéros, c'était le vieux prunier. Les buis miteux, attaqués par les chenilles, se transformaient en sangliers et la poubelle, de loin, en rebouteux, avec une hotte. Le personnage du rebouteux venait d'un livre qu'elle avait adoré quand elle était petite. L'enfant pleurait, le chien boitait, les récoltes séchaient sur pied. Le rebouteux trouvait la solution pour que tout s'arrange. Elle aurait aimé avoir un papa comme lui, un papa qui s'occupe des autres, qui console, guérit et fait tomber la pluie ou briller le soleil. Un papa qui démêle tout, pas seulement les cheveux. Un petit papa gentil, pas forcément si grand. « Et toi, m'avait-elle demandé un jour d'un air intrigué, il est comment ton père? Tu m'as jamais parlé de lui? Il n'est pas mort au moins. » C'était la question à ne pas poser. Mon père m'en voulait d'avoir abandonné mes études pour suivre Simon à la ferme. Je fais partie de la masse des enfants de tous âges qui sont brouillés avec leurs parents, puisque c'est ainsi qu'on désigne cette situation, alors qu'il faudrait plutôt dire la masse des parents qui se sont débrouillés pour que leurs enfants soient brouillés avec eux. Un exil qui dure, sans tentative de réconciliation. Comme je ne répondais pas, Fred me prit la main. Comment ne pas être touché par cette fille? Son visage grave, de nouveau son intelligence des êtres, son souci de résoudre les problèmes, même s'ils ne sont pas posés, de trouver une place utile dans le monde, et comme le rebouteux du livre de son enfance, de tout réparer.